Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'Université de la Terre, dans cette grande salle de l'UNESCO. Le consommateur a-t-il le pouvoir de changer le monde ? Le citoyen qui exprime ses préoccupations par ses actes d'achat a-t-il une véritable influence sur la société de consommation ? Notre façon de consommer devient-elle alors un engagement politique ? Vous êtes venus aujourd'hui ici très nombreux, en plein Black Friday, participer à une session sur le thème « Acheter mieux, ça peut tout changer ». C'est déjà un acte militant et merci à tous d'être là. Acheter mieux, cela veut dire acheter responsable. Alors, l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, nous a fourni une définition de l'acheter responsable. Il s'agit de consommer en conscience, et le mot conscience est important, en respectant les 3 piliers du développement durable. Cela suppose donc de s'engager au service de la planète en respectant l'environnement, en privilégiant une économie responsable qui promeut le progrès social et le respect des droits humains. Comme l'ADEME fait aussi des sondages réguliers, elle fait un baromètre annuel qui a permis de mesurer en 2021 que près des 3/4 des Français sont mobilisés en faveur de la consommation responsable. Pour 7 Français sur 10, les entreprises, les marques et les distributeurs ont un rôle à jouer sur les sujets de société. Et les Français attendent de ces marques, de ces entreprises et de ces distributeurs qu'ils les guident dans leurs choix. Mais c'est une confiance qui nécessite des preuves. Elle n'est pas aveugle, loin s'en faut. 3/4 des Français aussi aimeraient avoir plus d'informations sur l'impact environnemental et sociétal des produits qu'ils achètent. Et près des 2/3 d'entre eux pensent que les entreprises ne jouent pas la carte de la transparence à propos de leurs conditions de fabrication. Nous allons donc chercher à comprendre si les bons moyens sont donnés aux consommateurs citoyens pour orienter ses achats en fonction de ses convictions. Quel rôle jouent à ce titre les entreprises, l'État, les instances de régulation transnationales comme par exemple l'Union européenne et les ONG ? Et quelle est leur responsabilité ? Et nous tenterons d'évaluer dans quelle mesure les exigences nouvelles des consommateurs obligent les entreprises à concevoir leurs produits et services différemment, à refaçonner leur offre, et dans quelle mesure aussi, en retour, les entreprises font évoluer nos habitudes de consommation. Avec une question essentielle qui est celle du niveau de prix de ces nouveaux produits et services et donc leur accessibilité à tous. Alors, pour en parler, je vais demander à mes invités de monter sur la scène. D'abord, donc, Alon Zetoun, vous êtes directeur général de Naturalia. Où vous voulez. Alors, Frédérique Gavarini, directrice générale de Nature et Découverte et secrétaire générale de Fnac Darty. Naïla Al-Jatouni, vous êtes déléguée générale du collectif Éthique sur l'étiquette. Mettez-vous là. Alain Bazot, président, directeur des publications de l'UFC Que Choisir. Clémence Gosset, directrice de l'information consommateur du groupe L'Oréal. Et Raphaël Gustavi, qui est directeur adjoint économie circulaire de l'ADEME. Bienvenue à tous. Alors, j'ai une première question que je vais poser à chacun d'entre vous, qui est la suivante. Il existe déjà une foultitude de labels environnementaux, pour ne parler que des labels. Ils sont censés flécher la consommation vers des produits plus respectueux de l'environnement et de la santé. Alors, il y en a pour tous les secteurs. Il y en a pour les nettoyants de la maison, la papeterie, les textiles, les peintures, les équipements informatiques et puis évidemment pour l'alimentaire. Il y en a tellement que l'ADEME a ressenti le besoin d'éditer un guide des labels, et on a sélectionné 100
que l'on peut estimer crédibles. Mais en plus des labels environnementaux, il y a également d'autres types de labels, comme ceux, par exemple, pour le commerce équitable sur le marché français. Donc, comment le consommateur peut-il se retrouver dans une telle profusion? Raphaël Guastavi, vous êtes donc à l'ADEME, je vous pose la question en premier. Alors, c'est bon, ça fonctionne, c'est parfait. Bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, beaucoup de labels. Il y a déjà 20 ans, on parlait déjà de jungle des logos. Force est de constater que cette jungle a continué à s'étoffer. Au moins, il y a une partie de jungle qui grandit, c'est celle des logos. Aujourd'hui, on a la moitié des Français qui souhaitent s'informer avec des labels. Mais pour autant, 3/4 pensent qu'il y en a trop. Et surtout, 2/3 ne les comprennent pas. Donc le vrai problème, c'est effectivement la compréhension de ce qu'on a derrière ces logos qui peuvent recouvrir aussi bien des questions d'affichage, d'étiquettes ou de labels, et avec chacun une compréhension différente et surtout et c'est pour ça qu'on a fait cette étude, le besoin de voir sur quel produit, quel label était à regarder en priorité pour justement comprendre l'intérêt environnemental de chacun de ces labels. Alors, ce travail, vous l'avez fait sur les labels environnementaux. Qu'est-ce qu'il en est des labels éthiques? Est-ce que c'est compris dans l'environnement? Est-ce que ça vient en plus de l'environnement? Alors, bien souvent, effectivement, il y a un lien fort avec l'approche environnementale. Dans l'étude que nous avons menée, donc de sélectionner une centaine de labels environnementaux avec une spécificité par catégorie de produits, certains critères ou labels éthiques ont été bien pris en compte et représentent une forme un peu de bonus par rapport à la question environnementale. Et donc ont permis, comme ça, sur certaines catégories de produits, de mettre plus en avant le sujet de l'éthique. Alors, Naïla, je me tourne vers vous parce que l'éthique, c'est votre sujet, l'éthique, le social. Comment vous réagissez par rapport à ça, par rapport à l'existence de tous ces labels? Est-ce qu'il y en a comment est pris en compte ce sujet? Bonjour à toutes et tous. D'abord, un grand merci à l'Université de la Terre pour et cette table ronde éminemment d'actualité et cette invitation. Et je m'excuse par avance de devoir vous quitter très vite pour prendre un train pour me rendre à Sciences Po à Lille, donc, où ces sujets sont aussi discutés. Alors, je souscris tout à fait. La première remarque, c'est la demande pressante des consommateurs désormais de pouvoir s'y retrouver dans la jungle des labels et d'une manière générale des produits qui leur sont offerts sur le marché. Et on voit que on est presque devancé en fait aujourd'hui par cette demande des consommateurs, des citoyens qui en plus se posent des questions sur la véracité, la crédibilité de ces labels. Donc il y a vraiment une urgence aussi à les concentrer, à les réguler et à ce que les pouvoirs publics prennent leur part dans cette identification. Sur la question sociale, je vais surtout parler du secteur sur lequel travaille Éthique sur l'étiquette, c'est-à-dire du secteur du textile habillement. Nous sommes une ONG qui défend les droits des ouvriers du textile dans le monde. Donc pour les produits qui nous concernent, qui sont des produits très transformés, hein, on fait affaire à des chaînes de sous-traitance extrêmement complexes, ramifiées, qui traversent plusieurs pays. On n'est pas capable aujourd'hui d'avoir un label social qui garantisse l'ensemble de la chaîne de valeur, parce qu'on a une véritable dilution de cette chaîne de valeur qui ne permet pas aujourd'hui de pouvoir labelliser un produit entre la culture du coton en Chine ou au Bénin ou en Inde jusqu'à le tissage, la fabrication, l'égrainage. Voilà. Donc il y a une question à se poser sur la taille de ces chaînes de valeur. On a une exception avec le commerce équitable dont l'origine est précisément sociale, c'est-à-dire les labels de commerce équitable vise dès le départ à garantir une meilleure rémunération du producteur, à informer aussi le consommateur, à raccourcir les chaînes de valeur. Et ça, on est capable de le faire que sur des vêtements dont les chaînes de fabrication sont courtes. Donc ça, c'est vraiment un des freins aujourd'hui à la labellisation et donc à l'information du consommateur. D'accord, parce qu'il faut peut-être préciser que en fait, votre sujet, c'est plus les grandes multinationales qui ont des chaînes de sous-traitance voilà, dans tous les pays du monde et plutôt particulièrement au sud. Alain Bazot, vous réagissez-vous comment face à cette prolifération? Il faut rappeler qu'on est dans une économie libérale, avec le principe de la liberté du commerce et de l'industrie. Et donc,
Et donc, merci. Et donc, ce foisonnement de labels qui répond à une forte attente sociétale, ça a été dit, et c'est pas nouveau, et ça s'accélère. La quantité invraisemblable de labels fait que le consommateur, en réalité, est complètement perdu. La question qui se pose aujourd'hui, c'est, et c'est pas complètement une boutade, ça serait la labellisation des labels. Parce que le problème qui se pose, c'est la crédibilité, ça vient d'être dit. Quel crédit accorder à tel ou tel label? Comment prioriser quand on en a des dizaines et des dizaines avec des angles différents? Donc des fois le sujet est différent, c'est l'environnement, c'est les conditions de production, c'est la qualité intrinsèque du produit. Et donc plutôt que de redonner du pouvoir aux consommateurs, d'avoir un libre arbitre, conscientisé, comme ça a été dit tout à l'heure, là aujourd'hui on est dans une situation extrêmement grave, car on voit bien que l'enjeu de consommer mieux, de consommer sobre, de consommer propre, eh bien, il est dilué dans cette capacité de faire des arbitrages, il est dilué par cette avalanche, d'inflation de signes. Donc il faut absolument, évidemment, qu'il y ait une régulation, la liberté de s'auto-proclamer avec un auto-label, chacun a son label maison, il y a des labels qui sont parfois interprofessionnels ou par des ONG. Bref, il faut faire un sacré ménage et une régulation si on veut que cette information soit efficiente, efficace, pertinente, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, hélas, à part quelques labels qui vont sortir du lot, qu'on va regarder de près en tant qu'organisation, authentifier si elle est valable ou pas, cette labellisation. Pour le reste, c'était vraiment problématique. Alors, Alan Zetoun, vous êtes donc chez Naturalia. Le label, c'est essentiel pour vous, puisqu'il s'agit donc du label bio. Bio. Attendez. Allô? Oui, ça marche, c'est un bouton. Oui, donc vous, le label bio, ben, c'est votre marque de fabrique? Alors, le label bio, c'est aujourd'hui notre marque de fabrique, ça ne l'a pas toujours été. Avant d'être des magasins bio, notre secteur, c'était les magasins de la forme et du bien-être. Et donc, on n'a pas toujours eu besoin du label bio. D'ailleurs, Naturalia, il naît 10 ans avant le label bio. Aujourd'hui, en fait, le label bio, on en parlait, c'est un label qui est reconnu, c'est un label qui est public. Le cahier des charges pour chaque mode de production est calé. Donc, il est fiable. Donc, aujourd'hui, nous, notre mission en tant que secteur, c'est de proposer des produits d'alimentation qui font du bien à la santé des hommes et qui ne respectent l'environnement. Et ça, aujourd'hui, le meilleur label pour le faire, qui le garantit de bout en bout, c'est le label bio. Donc, ceci étant dit, effectivement, c'est très important. Et toute la croissance de notre secteur a été faite sur la crédibilisation du label. Donc, le label, ce label-là, reconnu par l'essentiel des Français, est très important pour la croissance de notre secteur. Et est-ce que vous pensez que tout le monde sait exactement ce que signifie ce label ? Alors, est-ce que tout le monde le connaît quasiment? Enfin, je pense qu'il y a des spécialistes ici des labels, mais je pense qu'on a 98% de notoriété. Est-ce qu'il y a des gens qui n'y croient pas? Certainement. Il y a aussi des gens qui pensent que la Terre est plate. Il y a des gens aussi qui pensent que quand on vous vaccine, on met des puces 3G dans le corps. Donc, il y a plein de gens qui pensent des choses étonnantes. Mais il y a des gens qui n'y croient pas au label. Quand on interroge en général, les Français comprennent peu ou prou les bénéfices qu'apporte le label bio. Est-ce qu'ils comprennent dire le cahier des charges? Non, mais c'est pas nécessaire en fait. Le rôle du label, c'est justement de ne pas avoir à comprendre le cahier des charges et d'avoir donc confiance dans ce que ça veut dire. On fera un petit test tout à l'heure. Qui sait exactement ce que veut dire le label bio? Vous pouvez lever le doigt? Ah, il y a quelques progrès à faire encore. Alors, Frédéric Gavarini, donc vous êtes directrice générale de Nature et Découverte, vous êtes secrétaire générale de Fnac Darty. Est-ce que la labellisation, c'est un choix essentiel? Donc, vous distribuez dans le choix des produits que vous distribuez? Alors, peut-être un mot au préalable, parce que je pense le rôle des distributeurs absolument fondamental dans la transition, parce qu'ils ont la capacité à orienter le choix des clients. Et donc c'est une responsabilité qui nous oblige. Une fois qu'on a dit ça, le sujet il est un peu différent selon qu'on parle de Nature et Découverte ou de Fnac Darty. Et ça c'est inhérent aux produits que nous vendons. Fnac Darty distribue une gamme de produits extrêmement large, beaucoup de produits électroniques, de gros électroménagers, ou des produits éditoriaux aussi. Peu sont labellisés, ou avec des labels de réglementaires, j'ai envie de dire. Et
Et pour autant, nous, dans notre réflexion, dans notre mission, qui est s'engager pour un choix éclairé et une consommation durable, il nous a paru essentiel de guider les consommateurs vers des choix de consommation durable. Et donc, on a créé un score de durabilité qui vient agglomérer un certain nombre d'informations, dont une que nous sommes aujourd'hui les seuls à posséder, à savoir la fiabilité des produits, et qui nous permet de créer un label choix durable et donc d'accompagner le consommateur à nouveau dans l'évolution de ses choix de consommation. Ce label, aujourd'hui, c'est 900 produits dans les gammes. Hein, c'est relativement peu, finalement, mais ça permet je reviendrai un peu plus tard sur son contenu. Chez Nature et Découverte, c'est une entreprise qui est engagée depuis sa création dans la protection de la biodiversité et de l'environnement plus largement. C'est une entreprise qui est Bicorp depuis 2015, la première du retail à l'être devenue. Évidemment, dans ce contexte-là, et compte tenu du fait que Nature et Découverte vend à 70% des produits sous marque propre, la responsabilité de l'enseigne, elle est d'une autre nature, en fait. Et les labels trouvent complètement leur place, puisque Nature et Découverte a décidé de respecter une liste de 27 critères d'achat durable dans la constitution de son assortiment, donc ce que nous appelons nos critères rédhibitoires, et pour quelque part donner, avoir aux consommateurs ce que sont ces critères, donner de la transparence et de la traçabilité de ce que sont ces critères, eh bien, les labels sont extrêmement utiles. Donc oui, côté Nature et Découverte, nous choisissons des labels qui nous permettent quelque part de concrétiser nos engagements et le respect de l'ensemble de ces critères d'achat durable. Ok. Alors chez L'Oréal, Clémence, comment ça se passe? Alors, effectivement. Ok. Pour nous également, c'est important pour nos consommateurs et donc ça l'est effectivement pour nous. D'une part, ça peut être au niveau des ingrédients qui composent une formule, ça peut être... Et donc D'accord. Comme ça, c'est bon. Ok, très bien, merci. Oui, donc c'est utile, bien sûr, même en tant que fabricant, pour garantir l'origine aussi, les qualités, les caractéristiques de certains ingrédients. Et puis, ça peut être aussi important au niveau des formules pour pouvoir apporter aussi une caution sur ces caractéristiques. Donc, au niveau de l'approvisionnement de certains ingrédients naturels, on utilise par exemple le label Fair for Life aujourd'hui pour tout notre approvisionnement de beurre de karité. C'est la marque La Roche-Posay qui l'utilise le plus. Et pour autant, et là je répondrai à Alain Bazot, c'est pas forcément écrit sur le packaging pour perturber, et ça ne vient pas en plus, mais les consommateurs qui sont intéressés par cette dimension du produit auront l'information sur la fiche produit, l'ont d'ailleurs sur le site du produit. Donc voilà, c'est utilisé, mais pas forcément en placard, je dirais. Et c'est une information importante. On utilise aussi, bien sûr, le label bio, Cosmos, pour les marques La Provençale, Sanoflore. Et parce qu'effectivement, c'est un label qui est reconnu et qui, comme vous le disiez, facilite la vie des consommateurs, puisqu'il n'y a pas besoin de lire les 40 pages du cahier des charges pour être... rassuré sur la qualité et l'origine, mais on porte aussi l'attention à une autre dimension qui est assez englobante sur l'axe de l'impact environnemental du produit, et donc on en parlera peut-être un peu plus tard, mais on s'attache aussi à calculer scientifiquement l'impact environnemental de nos produits et de donner cette information aux consommateurs. Alors, parmi tous les labels environnementaux, parce qu'on va quand même se centrer sur cela, il en est un qui existe depuis 1992, qui est l'écolabel européen. Et en fait, on va juste en parler un peu plus de celui-là, parce qu'il est vraiment très réputé. Il concerne 32 catégories de produits. Il est censé respecter des exigences très précises qui prennent en compte l'ensemble des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
Donc, notamment, il fait foi. Et je voudrais donc me tourner vers vous, Raphaël, à nouveau. Est-ce que choisir un produit avec l'écolabel européen, est-ce que c'est l'assurance de faire un bon choix pour la planète ? Alors effectivement, l'écolabel européen a plusieurs avantages. D'une part, c'est un label public, qui justement est bien ciblé au niveau de certaines catégories de produits, et ça à l'échelle européenne, comme son nom l'indique. Donc on est garant finalement de la puissance de ces référentiels et d'avoir la certitude que les produits qui en bénéficient ont passé un minimum de performance, d'une part, il faut que ce soit des produits qui fonctionnent, et avec le plus faible impact environnemental possible sur l'ensemble des critères qui sont déterminés catégorie de produits par catégorie de produits. Évidemment, les critères sont différents selon le secteur cosmétique ou de la peinture. Donc ça, c'est important d'avoir en tête, avec un double intérêt, un intérêt donc pour le consommateur, parce qu'effectivement, le voir sur un produit, c'est une garantie, sans avoir à regarder l'ensemble du référentiel. Et en plus pour le producteur, le fabricant, c'est-à-dire qu'il va pouvoir se baser sur ce référentiel comme un élément d'amélioration continue de son produit et aller dans cette démarche cycle de vie que vous avez cité, donc de la conception, la fabrication, l'usage, la fin de vie, avoir l'assurance de pouvoir regarder sur l'ensemble de ces étapes qu'il n'y a pas d'impact environnemental majeur et surtout pas de transfert d'impact. On va rentrer dans une démarche d'éco-conception de produits. Donc on a vraiment ce double avantage et un intérêt aussi de mettre en avant, alors qu'on appelle un label d'excellence, c'est-à-dire qu'il ne va pas viser la massification sur l'ensemble des produits du marché, mais plutôt on va viser 10% du marché pour vraiment être sûr d'avoir les meilleurs produits. Et si ces 10% de marché sont dépassés à un moment donné, réviser les référentiels pour être sûr qu'il y a un niveau d'exigence important. Ouais, donc c'est assez sophistiqué. Alors Clément, je vais me tourner vers vous. Je crois que chez L'Oréal, on n'a pas de produits éco-labellisés et pourtant la cosmétique fait partie des catégories de produits labellisables. Ça recommence ? Oui, tout à fait. Il faut dire que c'est un label qui est vraiment très très exigeant, qui porte, si je ne me trompe pas, essentiellement sur la formule et les ingrédients, pas sur, très peu sur la dimension packaging, et notamment avec une exigence de biodégradabilité très élevée. Alors c'est vrai que nous on pense que le succès, améliorer son impact environnemental, ça a d'autant plus d'utilité que ça aboutit sur des produits qui sont des francs succès, qui sont utilisés très largement pour démultiplier justement l'effet bénéfice. Et cette marche, elle est quand même difficile à trouver avec l'éco-label. Il y a aussi des questions de parfumage. Donc très humblement, notre pari, c'est vraiment d'améliorer nettement l'impact et de donner cette information effectivement de façon claire aux consommateurs. Et d'ailleurs, dans ce système sur lequel on travaille d'affichage de l'impact environnemental, on prend la même logique que l'écolabel, c'est-à-dire que seuls les 10% des produits les meilleurs vont réussir à avoir un A. Mais la marche est haute, la marche est vraiment très haute. Très bien. Alors Frédéric, chez Nature et Découverte, Fact Darty, on a aussi des écolabels européens sur les produits ? Alors pas vraiment. Chez Nature et Découverte, en fait, on a choisi de ne pas référencer spécifiquement les produits écolabels parce que, d'une part, la labellisation ne tient pas compte de la consommation d'énergie du produit. Et deuxième sujet, l'écolabel accepte l'utilisation de l'huile de palme certifiée que Nature et Découverte a décidé d'exclure du référencement de ces produits. Donc c'est juste pas un label qui est pertinent, et notamment parce qu'il n'est pas suffisamment spécifique pour les familles de produits de Nature et Découverte. Et pour Fnac Darty, c'est plutôt le fait que en fait, c'est un label qui ne couvre pas, ou très très peu, de manière très exceptionnelle, les produits distribués par Fnac Darty. Donc on voit déjà que c'est assez compliqué. Ça l'est. D'où le rôle du... J'y reviens, mais d'où le rôle du distributeur. Alors, Alon, vous êtes également en concurrence, si je puis dire, avec des labels privés.
qui sont alimentaires. Donc on a par exemple 0 résidu de pesticides, on a HVA. Comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ça ? Et on est exactement dans l'exemple de ce qui a été évoqué précédemment sur la confusion des labels, qui crée de la confusion d'esprit dans les consommateurs. Vous avez évoqué un HVA aujourd'hui qui a un cahier des charges qui est extrêmement pauvre, qui pourtant existe et crée la confusion. Nous, notre sujet par rapport à ça, en tant que bio, effectivement, c'est de reclarifier quels sont les bénéfices du bio. Donc nous, on y travaille au sein de notre enseigne. Nous, surtout, on travaille en partenariat avec le gouvernement pour promouvoir et clarifier en termes d'éducation ce qu'est le bio. Et enfin, l'ADEME est en ce moment en fait sur un sujet d'étiquetage environnemental dont je crois qu'on parlera plus tard, qui est essentiel pour labelliser, je dirais label, enfin, si je reprends vos termes, mais qui permet justement de clarifier et d'avoir une note publique dessus. Donc nous, notre sujet, c'est bien de pousser la bio. Maintenant, ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des labels qui sont pertinents. Chez nous, on a de la pêche durable typiquement et on préfère pour le poisson de la pêche durable à du bio. Il y a du slow cosmétique qui existe sur la cosmétique et qui nous semble très pertinent au-delà du label Cosmos. Et là, je reviens sur le rôle du distributeur. On a aussi un rôle, nous, notre mission, c'est d'assurer une alimentation qui est saine et de respecter l'environnement. Aujourd'hui, le bio répond à la question sur 98%. Si demain, il y a de nouveaux labels sur l'agriculture régénérative, par exemple, qui viennent, on est tout à fait prêt à les écouter. Donc, on n'est pas figé. Alors, il faut peut-être rappeler juste que le bio, c'est pas de pesticides de synthèse, hein, c'est bien ça ? C'est plus que ça. Encore une fois, le cahier des charges, il est différent catégorie par catégorie. Mais les grands principes, effectivement, il n'y a pas de pesticides de synthèse, il n'y a pas d'intrants chimiques, il y a un respect de la saisonnalité, il y a le bien-être animal, il y a beaucoup de choses et elles dépendent de catégorie en catégorie. Bon, alors, on l'a vu, il y a des labels publics et il y a des labels privés. Alors, je me tourne vers vous, Alain Bazot. Qu'est-ce qu'il faut en penser de cette distinction ? Est-ce que les labels privés sont crédibles pour tous ? Tous crédibles, sans doute pas. Il faudrait vérifier, mais la quantité invraisemblable fait que la mission, c'est une mission d'Hercule, vérifier la qualité du cahier des charges, quelles sont les exigences, donc il faut de la transparence. Il faut regarder s'il y a des mécanismes de contrôle indépendants. Est-ce qu'il y a des sanctions quand on sort du cahier des charges ? Bon, donc, toutes ces questions-là se posent et les réponses ne sont pas toujours positives pour un certain nombre d'entre eux. Par ailleurs, la question du label, on va dire privé maison, pose difficulté. Même si, j'allais dire, l'initiative, elle est lourde, je vais prendre l'initiative de L'Oréal, qui labellise lui-même ses produits. Si un produit est bien classé par L'Oréal, son propre produit, s'il est classé A, c'est un classement interne L'Oréal. Le consommateur va considérer qu'il est bon, mais sans pouvoir comparer avec une marque concurrente. Donc, la première limite au label privé, surtout au label maison, donc c'est la comparabilité. Il y a une deuxième question, c'est l'approche relative. Il y a une deuxième question sur un certain nombre de labels privés, c'est le fait d'amalgamer des notions totalement différentes. Je ne vois pas comment on peut sortir un label qui va mélanger des problématiques environnementales, sociales, des problématiques en tout genre. Donc ça, c'est une difficulté qu'on voit dans un certain nombre d'auto-labellisation des entreprises, ces labels internes, et ça, c'est une véritable difficulté. Alors, on va y revenir tout à l'heure sur ce sujet, parce que pour complexifier encore un peu la donne, donc il y a les labels, et puis il y a aussi ce qu'on appelle les affichages. Alors, dans les affichages, il y a des affichages obligatoires, comme par exemple l'étiquette de consommation d'énergie.
Ça, vous la retrouvez, vous savez, alors par exemple, chez Fnac Darty, AA+++, jusqu'à AA+, donc ça c'est obligatoire. Vous avez depuis quelque temps maintenant l'indice de réparabilité également, donc ça concerne majoritairement l'électroménager. Et puis dans l'alimentaire, on a également un affichage qui est le Nutri-Score, mais qui lui n'a pas été rendu obligatoire et ne concerne que les produits transformés. Alors, peut-être pour que tout le monde comprenne bien la différence, Raphaël, est-ce que vous pouvez nous dire, de façon assez concise et claire, quelle est la différence entre un label et un affichage? Alors, je vais essayer d'être concis et clair. Donc, un label va quelque part certifier, alors, même si c'est de l'autodéclaration, c'est un peu la problématique qui vient d'être évoquée, il va garantir l'atteinte d'un certain niveau, un niveau minimum, avec des référentiels. Donc vous avez un label, vous savez, si vous épluchez les 40 pages de référentiels, qui va atteindre les différents critères. L'étiquetage, l'affichage environnemental va juste donner le niveau. Donc vous pouvez avoir par contre tous les produits concernés avec un niveau de A à E ou un chiffre en fonction de ce qui peut être défini. Donc là, ça va vous permettre de faire le choix d'aller sur les catégories de produits les mieux notés sur cette base d'échelle, plutôt que d'aller sur un label qui, lui, vous garantit, de par son existence, l'atteinte d'une certaine performance. Ok, merci. Alors, du coup, est-ce que, par exemple, si on prend l'exemple du Nutri-Score, est-ce que, Alain, ça a changé la donne pour les consommateurs français? Est-ce qu'il y a une efficacité à ces affichages? Oui, clairement. Toutes les études qui ont été réalisées, il faut savoir qu'il y a eu une étude pendant 3 ans sur la pertinence de ce modèle, parce qu'il faut savoir qu'il y avait plusieurs modèles envisageables, notamment il y en a plusieurs en Europe, avec des traffic lights par portion, etc. Donc la communauté scientifique s'est d'abord mis d'accord en France sur la pertinence du Nutri-Score, encore fallait-il l'évaluer auprès des consommateurs. Et donc c'est ce qui a été fait, et il y a d'ailleurs un rapport d'évaluation qui est sorti en 2021, en février 2021, sur 3 ans d'expérimentation. Et quelques chiffres, un Français sur 2 déclare avoir changé d'habitude d'achat lié au Nutri-Score. 94% du public est favorable à cette information du Nutri-Score. Et on se rend compte que 9 Français sur 10 aujourd'hui connaissent le Nutri-Score. Donc on voit que ça a un impact positif sur la santé, parce que l'enjeu, c'est d'avoir une vision claire, rapide, sur l'équilibre nutritionnel. Il ne s'agit pas de stigmatiser des produits, mais de mieux équilibrer ses achats et son panier. Donc, impact très important, mais il ne faut pas oublier que l'impact, il n'est pas que sur les consommateurs. Le Nutri-Score, il a vocation à avoir un impact sur les fabricants, sur les industriels. Et là, on a vu des évolutions. Moi, je voudrais citer en exemple Nestlé. Nestlé, qui était au tout départ vent debout contre cette information trop claire pour les consommateurs, qui a changé de vision et qui a changé de recette. Et nous, qui sommes un peu spécialistes pour regarder la composition des produits avec nos ingénieurs, eh bien, on a constaté, ne serait-ce que les céréales du petit déjeuner, eh bien, il y a dans l'offre de Nestlé, eh bien, beaucoup de produits ont basculé du E au D ou de D au B. Donc voilà, le fait qu'il y ait cette pression efficace grâce à l'outil des consommateurs qui changent le comportement, eh bien, par ruissellement, les professionnels vont améliorer la qualité de l'offre alimentaire. Donc c'est gagnant-gagnant. Donc moins de sucre et moins de gras. Voilà. Et de sel. Et de sel. Alors, l'indice de réparabilité, en revanche, donc, qui vaut pour l'électroménager, ça, vous êtes un peu plus méfiant là-dessus? On n'est pas méfiant, on est très critique. Parce qu'il est aberrant. Je le dis clairement, il est aberrant. On rate une occasion en or de donner un indicateur aux consommateurs sur les choix de matériel qu'ils vont acheter. Je vais aller à l'essentiel. Pour donner une note qui va jusqu'à 10,
Cette note est composée de sous-notes, avec plusieurs critères. La qualité de l'information, des notices, etc. La disponibilité des pièces détachées, le prix des pièces détachées. Bon, il y a 5 critères au total. Or, il se trouve qu'on peut très bien avoir une très bonne note parce qu'on donne beaucoup de documentation, mais sur le plan de la disponibilité des pièces détachées, ne pas en avoir. Eh bien, du coup, comme on n'a pas pondéré les différents critères, entre un critère central majeur, qui est la disponibilité des pièces détachées, ou même le prix des pièces détachées, on ne l'a pas pondéré. Donc vous pouvez être un fabricant, avoir de très mauvaises notes sur ça, mais vous allez vous rattraper en diffusant de la bonne documentation. Donc au final, la note ne sera pas mauvaise. On a fait une enquête très précise. C'est le cas de pas mal de smartphones. En termes de pièces détachées, très mauvaise note. Des écrans de télévision, très mauvaise note en pièces détachées. Mais comme ils ont de la bonne doc, la note finale qu'on vous donne à vous, consommateurs, c'est une bonne note. Et donc, on trouve ça extrêmement dommageable. Car en réalité, ce qui va se passer, c'est que cette note, petit à petit, les consommateurs ne vont pas la trouver crédible. Parce que si vous achetez un téléviseur qui a une bonne note de réparabilité, il tombe en panne et qu'il n'y a pas de pièces détachées, on va dire, mais qu'est-ce que c'est que cette bonne note qu'on m'a vendue ? Donc nous lançons une alerte sur la nécessité de revoir la composition des critères, car bientôt, on va généraliser à tous les produits et on va rajouter un autre critère pour appeler ça non plus la réparabilité, mais plus globalement la durabilité. À la faveur, dans peu de temps, de l'extension du concept, on espère vraiment que les pouvoirs publics auront l'intelligence et la bonne idée de revoir ces critères qui vont conduire à l'autodestruction d'un indice qui pourtant a une valeur fondamentale à nos yeux. Alors Frédéric, je me tourne vers vous évidemment, puisque est-ce que donc cette étiquette elle est apposée sur les produits électroménagers, est-ce que vous avez déjà constaté cette méfiance des consommateurs? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Alain Bazot? Alors, nous avons l'obligation de communiquer et de rendre visible du consommateur l'indice de réparabilité. Il faut savoir que Fnac Darty avait rendu visible cet indice bien avant que la loi nous oblige à le faire, il y a un peu plus de 2 ans, je crois. On est assez conscients, nous, alors je ne crois pas que les consommateurs le soient à ce stade, mais nous, on est assez conscients du fait que c'est un indice qui est imparfait, pour les raisons qu'Alain a évoquées, de non-pondération des critères qui servent à le calculer. Pour autant, est-ce que c'est une mauvaise idée? Est-ce qu'on n'aurait pas dû créer cet indice? Est-ce qu'on devrait l'éliminer? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que je crois que c'est une information ultra importante et que quand bien même il n'est pas parfait, il commence à éduquer le consommateur. On fait de la pédagogie en lui expliquant qu'il y a un certain nombre de sujets qui sont des sujets clés pour faire évoluer l'impact de leur consommation sur l'environnement. Donc je suis convaincue que ça a de la valeur. D'autant que, vous l'avez dit Alain, avec la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, il est prévu que cet indice de réparabilité évolue vers un indice de durabilité sur lequel l'ADEME, je crois, a commencé à travailler. Nous participons au groupe de travail. On est dans une étude de préfiguration. Il est prévu, outre que cet indice de durabilité, ce qui est une très bonne chose, est une vision beaucoup plus holistique, beaucoup plus large de l'impact des produits sur l'environnement. Il est aussi prévu qu'il y ait une phase d'expérimentation. Donc on voit qu'on est dans une démarche d'amélioration continue. Donc l'indice de réparabilité, il n'est pas parfait, mais il constitue, à mon sens, une étape pour faire prendre conscience aux consommateurs de l'impact de sa consommation. Ok, alors parmi les affichages environnementaux qui sont en cours d'élaboration, il y en a donc un au niveau européen et un également dans la foulée au niveau français. Donc cet affichage environnemental, l'Europe y travaille depuis quelques années, nous aussi au niveau hexagonal. Il aura donc pour objectif de prendre en compte les émissions de gaz à effet de serre, les atteintes à la biodiversité et la consommation d'eau et d'autres ressources naturelles. Alors après, je passerai la parole à Raphaël pour qu'il nous explique un petit peu ce panorama. Mais Naïla, comme je sais que vous devez partir, je voudrais vous poser cette question. C'est finalement, là, on va avoir, donc on a vu, on a d'ores et déjà aujourd'hui 3
grands types d'affichage, obligatoire ou non. Celui-là qui est en gestation, on ne sait pas s'il sera rendu obligatoire ou pas au niveau européen en tout cas. Et il ne prend pas en compte les aspects éthiques et sociaux. Alors, est-ce que vous militez plutôt pour un affichage à part entière sur ces sujets-là, ou est-ce que vous pensez qu'il peut être inclus, ça pourrait être une strate supplémentaire dans ce qui va arriver bientôt ? Alors, je vais répondre avec un petit pas de côté, parce qu'en fait, nous, on ne milite pas, ou plus, je dirais, en tant que tel, pour du label ou de l'affichage social. Ce que dit ce foisonnement de labels, c'est qu'en fait, ça veut dire qu'on met sur le marché des produits non labellisés, donc non durables, non responsables, non réparables, etc. Donc, la vraie question pour nous, c'est plutôt que de permettre la mise sur le marché de ces produits et ensuite de les classer, et donc de faire peser la responsabilité sur le consommateur. Ça, pour moi, c'est un point extrêmement important. Le consommateur n'est pas armé aujourd'hui par son seul acte de consommation pour enrayer ces modèles de la fast fashion, par exemple, dans l'habillement. Voilà, on a des générations qui se sont habituées à s'habiller avec des vêtements à 5, 6, 7, 8 euros. Ça n'était pas le cas il y a 20 ans. Donc, c'est vraiment une question de modèle économique. Donc, pour nous, la question, c'est plutôt, et c'est ce qu'a échoué à faire la loi sur l'économie circulaire, notamment sur le textile. Nous, on souhaitait que les systèmes de surproduction de vêtements à bas coût, peu chers, non réparables, non recyclables, on recycle 20% des textiles dans le monde entier. C'est 80% qui finissent à la poubelle, etc. Et les grandes marques de la fast fashion contribuent en fait à ce niveau en plus dégradé. Ce que l'on souhaitait dans la loi, c'est que le gouvernement impose une réduction des volumes, qu'on n'ait pas le droit en fait de surproduire, de gaspiller, de jeter. Donc pour nous, c'est plutôt une question de régulation des modèles économiques et qu'on n'ait plus aujourd'hui le droit de mettre sur le marché des produits électroménagers extrêmement gourmands en électricité quand on demande aux gens de mettre des cols roulés et qu'on a un problème crucial de réchauffement climatique. On ne peut pas en fait permettre de mettre sur le marché des vêtements qui ont été fabriqués avec l'exploitation, le travail forcé des Ouïghours. Donc c'est plutôt une question de modèle économique parce que ça veut dire aussi qu'on dit qui a vraiment les clés en main, qui a cette responsabilité. Aujourd'hui, le consommateur, on lui fait peser une responsabilité qui est indue. Ou un pouvoir. Il a la sienne, il a un pouvoir, mais avant tout, c'est le rôle du gouvernement, du régulateur, au niveau pas seulement national, mais européen, de faire en sorte que les grandes sociétés transnationales contribuent par d'autres modèles économiques. Ça veut dire qu'on doit rattraper des modèles économiques qui se sont fourvoyés, en fait, qui sont devenus... Et ça serait quoi le modèle économique idéal, alors ? Dans l'habillement, très clairement, il faut qu'on réduise ces chaînes de sous-traitance, ces chaînes de valeur. Il faut qu'on arrive à augmenter les salaires dans les pays de production textile, qu'on ait une refonte de ces grandes chaînes de valeur. Et en fait, on a commencé à le faire avec la loi sur le devoir de vigilance en France. C'est une loi pionnière à laquelle tous vos groupes, j'imagine, sont soumises. Ça, c'était vraiment une lutte, je vais prendre juste une minute, très importante de toute la société civile, ONG, syndicats, mais aussi juristes, économistes, etc. Et des députés qui ont été vraiment très engagés, qui permettent de mettre une responsabilité sur la maison mère pour les impacts sociaux et environnementaux qu'elle crée le long de sa chaîne de sous-traitance, pas seulement en France, mais aussi au Bangladesh, à l'international, partout où elle produit. Ça, c'est pour tous les grands groupes. Et on a en ce moment une négociation pour une directive européenne sur le devoir de vigilance. Et on a en ce moment des négociations pour un règlement contre le travail forcé, pour interdire l'entrée sur le marché unique européen de produits issus du travail forcé. Donc pour nous, c'est vraiment à ce niveau-là que ça doit se faire. Et nous, en tant qu'ONG, donc au collectif Éthique sur l'étiquette, on dialogue beaucoup avec les enseignes. On dénonce aussi énormément ces modèles de violation massive des droits humains, d'atteinte grave à l'environnement. Et on lutte, on milite, enfin, on agit énormément dans le dialogue pour le renforcement de ces lois. Et on dit que l'acte principal, c'est pas tant l'acte de consommation, parce qu'on a une question de pouvoir d'achat, d'accès à l'information, d'accès à l'offre, etc., mais plutôt le pouvoir du citoyen d'interpeller, de faire pression. On voit que les grands combats aujourd'hui sont menés
pas tant parce qu'on a les moyens d'acheter que des choses éthiques et responsables. Ça n'existe pas, en fait. On a 10 millions de personnes pauvres en France, donc ils sont sous le seuil de pauvreté. Enfin, c'est extrêmement important de savoir aussi quels sont les citoyens et les consommateurs auxquels on s'adresse. Et en plus, on met sur le marché des produits qui ne devraient pas l'être. Donc pour nous, ce qui joue beaucoup au-delà de l'acte d'achat, alors il est essentiel quand on peut le faire, essentiel, il faut qu'on arrête de surconsommer, il faut qu'on arrête de manger des saumons bourrés d'antibiotiques. Mais quand on n'a pas ce moyen-là, et il existe, c'est vraiment un acte de pression, d'interpellation des députés, des enseignes, du gouvernement. Les réseaux sociaux ont été vraiment un mouvement très important pour ça. Et c'est pas seulement que ça va permettre, c'est que ce sera plus utile. C'est là en fait l'utilité. Si on veut maintenir le réchauffement à 1,5 degré, si on veut faire en sorte que les droits fondamentaux soient respectés partout dans le monde, y compris par ces grandes sociétés transnationales qui ne le font pas suffisamment, évidemment, aujourd'hui. En fait, il faut les y contraindre par la loi. D'accord. Clémence, on applaudit. Là. Je voudrais tout de même faire réagir la seule multinationale à cette table. Donc Clémence, vous n'êtes pas dans le textile, vous êtes dans le cosmétique. Comment vous réagissez à ça? Donc là, effectivement, on a un discours très réaliste sur effectivement une industrie en particulier. La responsabilité est l'affaire de tous et dans tous les circuits, dans tous les secteurs. Et il n'est sûrement pas question de s'y soustraire. Et donc, je vais essayer de vous raconter aussi un peu l'histoire de comment, effectivement, on peut à la fois, je ne vais pas dire en même temps, mais on peut à la fois, effectivement, agir sur l'offre et sur l'engagement des consommateurs, et qu'effectivement, il n'est sûrement pas question de faire peser la charge de cette nécessité absolue de réduction d'impact environnemental et d'éthique, bien sûr, dans les mains du consommateur. Donc, l'histoire, c'est qu'il y a une dizaine d'années à peu près, on s'est dit chez L'Oréal que si on voulait faire notre métier dans le cadre des limites planétaires, il fallait 3 choses. Alors là, je vais parler surtout du volet environnemental. D'abord, connaître scientifiquement, parce que ça existe, la science des impacts environnementaux, l'impact de nos produits. Ensuite, deuxièmement, utiliser cette connaissance pour éco-concevoir nos produits et améliorer leur profil environnemental. Et enfin, parce que ça compte aussi, engager notre écosystème dans cette démarche de progrès. Et en l'occurrence, dans notre écosystème, il y a les fournisseurs, il y a les distributeurs, les consommateurs. Et alors pourquoi les consommateurs? Parce que il faut savoir, par exemple, que l'empreinte, dans 70% de l'empreinte carbone d'un shampoing vient de l'énergie nécessaire pour chauffer l'eau de la douche. 60% de l'empreinte eau d'un shampoing vient de la phase d'usage. Bref, donc pour nous, L'Oréal, d'une certaine façon, permettre aux citoyens, je préfère le mot citoyen d'ailleurs que consommateur, d'acheter mieux, de vivre mieux, c'est bien sûr de leur donner la possibilité de faire des choix, mais de faire des choix à 2 niveaux. C'est-à-dire d'avoir le choix d'une offre qui est plus durable et ensuite d'avoir l'accès à une information qui va leur permettre assez clairement sur des critères scientifiques objectifs de choisir cette offre et d'utiliser les produits. Donc juste sur le volet de l'offre, 2-3 exemples. Il faut vraiment se baser sur les connaissances. Donc c'est bien sûr des analyses de cycle de vie qui nous permettent de connaître à chaque étape du cycle de vie d'un produit, les ingrédients, le packaging, etc., comment il va agir au niveau de 14 facteurs d'impact planétaire, le carbone, l'eau, les ressources naturelles, un sens plus large, la biodiversité. Et quand on a cette connaissance, on le mesure et on peut proposer des produits de rupture. Comme par exemple, est-ce que vous saviez par exemple que si vous achetez un après-shampoing qui ne se rince pas, vous divisez par 5 l'empreinte environnementale. Parce qu'aujourd'hui, on met un après-shampoing, on s'est lavé les cheveux, on a un après-shampoing, on le re-rince. On imagine bien qu'on pourrait faire mieux. Ça c'est une innovation de rupture que vous pouvez trouver aujourd'hui chez Garnier.
On peut aussi systématiser les recharges. Et aujourd'hui, c'est vrai que donc on s'engage à proposer des recharges pour nos meilleures références dans les shampoings, dans les soins. Vous avez les soins Lancôme qui sont rechargeables. Là, vous divisez par 2 l'impact par rapport aux produits finis. Donc cette offre-là, voilà, elle apparaît, elle devient de plus en plus importante. Et alors maintenant, il faut que l'information, elle soit objective, crédible, pas trompeuse. Donc... Alors, on va y revenir, parce que ça, c'est une démarche que L'Oréal a fait à titre de groupe privé, on est d'accord? À titre pour la transformation de son modèle industriel, c'est-à-dire comment je fais pour mettre sur le marché des produits dont l'impact se réduit, avec toujours, bien sûr, une performance égale, sans faire de compromis, bien sûr, sur la performance, sinon il ne marche pas et on réduit rien. Et sans risque pour les consommateurs. Donc ça, c'est une démarche que vous avez entreprise chez L'Oréal depuis déjà plusieurs années. Mais moi, je voudrais revenir, et je me tourne vers Raphaël, sur justement cet affichage environnemental européen en phase d'élaboration et sur lequel l'ADEME travaille. En fait, ça va se télescoper avec ce genre d'initiative, ça va l'englober. Comment ça va s'organiser? Alors, juste avant de passer sur l'affichage environnemental, moi je suis complètement d'accord sur le besoin de changement de modèle économique profond pour pouvoir vraiment aller sur des démarches de sobriété, pas juste de la sobriété communicante, une vraie sobriété qui permettra de peser moins à la fois sur le changement climatique et sur les ressources. C'est essentiel d'avoir en plus de ça une vision multicritère. Ces modèles économiques doivent changer profondément pour changer notamment du modèle de volume de vente, si on parle de produits, vers plus de services. On accompagne des grands groupes dans des expériences d'économie de la fonctionnalité qui viseront justement à changer de façon profonde leur modèle. C'est ce que font aussi des distributeurs comme Fnac Darty qui passent progressivement, j'imagine, de vente de produits pour aller sur l'allongement de la durée de vie des produits avec des services associés en termes d'allongement de la durée d'usage, réparation par exemple. Donc ça c'est important, je pense qu'il faut que ça vienne quand même des groupes, c'est difficile de le faire en termes de réglementation parce qu'on est aujourd'hui dans un marché français qui en réalité est un marché mondial et donc avoir cette pression réglementaire sur l'ensemble des sociétés partout dans le monde en même temps, on n'a pas les structures juridiques aujourd'hui vraiment pour le faire, enfin c'est compliqué. Donc voilà, ça c'était quand même un point essentiel. Alors je passe sur l'indice de réparabilité et les différentes... on pourra en reparler. On va aller vers effectivement plus de ce sujet de durabilité et affichage environnemental. Affichage environnemental, comme je le disais tout à l'heure, c'est pour permettre d'avoir sur une catégorie de produits donnés, pour tous les produits, le même type d'information vers le consommateur, sous forme d'une lettre, sous forme d'un score. Et donc nous travaillons avec l'Europe depuis un peu moins d'une dizaine d'années dans le cadre d'un programme qui s'appelle le Product Environmental Footprint, qui donne justement les règles de mesure des impacts environnementaux dans une approche cycle de vie et multicritères. Donc une fois de plus, on ne regarde pas que les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi les impacts sur les ressources, sur l'eutrophisation, sur globalement un ensemble de critères qui permet finalement de qualifier l'impact environnemental du produit. Donc ça, on le fait au niveau européen. Depuis plus de 10 ans, parce que ça date du Grenelle de l'environnement 2008, nous travaillons déjà à l'échelle française sur l'élaboration d'un affichage environnemental des produits et des services, qui a fait naître des très bonnes expériences dans le domaine du textile, dans le domaine du mobilier, même dans le domaine électronique. Fnac nous avait accompagnés dans cette expérimentation. Decathlon, si je prends un autre exemple dans le textile, est pionnier dans ces réflexions. Et aujourd'hui, dans le cadre de la loi climat et résilience, une grande nouveauté, ça s'est fait de façon très incrémentale, finalement. On en parle donc depuis 2008. Et loi après loi, on est allé un peu plus loin. La loi climat et résilience a permis d'afficher, c'est le cas de le dire, le principe d'obligation de mise en œuvre de cet affichage environnemental sur certains secteurs, l'alimentaire, le textile et d'autres secteurs qui vont venir ensuite. Et sur le textile, il y a des travaux alors, en parallèle, c'est ça un peu la complexité, au niveau européen et au niveau français. Donc une expérimentation au niveau français qui a rassemblé
des acteurs, fédérations, marques, distributeurs ou encore start-up pour justement proposer une méthode. Et donc, plutôt dans le textile. Hein, alors là aujourd'hui, ouais, c'est vraiment sur le textile, sur l'alimentaire, il y a des travaux aussi un peu similaires. Et dans le textile, nous sommes là un peu au milieu du gué, proche quand même d'aboutir à quelque chose qui permettra d'avoir un cadrage réglementaire d'un affichage environnemental sur, sur les textiles d'habillement. Alors Frédéric, comment vous l'anticipez cet affichage ? Alors, vous m'entendez, oui. Pour l'heure, l'affichage environnemental ne s'applique donc pas, puisque de toute façon, il n'est même pas encore en phase d'expérimentation, il va l'être. Enfin, l'affichage environnemental sur nos catégories de produits. La question, c'est est-ce que le Fnac Darty est soumis à l'affichage, le groupe est soumis à l'affichage environnemental? Je dis pas encore. Donc nous, on aborde le sujet de l'impact de nos activités sur l'environnement à travers la mesure de nos émissions de carbone, puisque l'urgence, c'est l'urgence climatique et celle du réchauffement climatique. Vous le savez ou pas, mais on a une obligation de communiquer sur les émissions du scope 1 et 2, c'est-à-dire les émissions directes liées au transport et à l'énergie. Et on a pris un engagement de réduire ces émissions de 50% à horizon de 2030 pour être en accord avec les accords de Paris. Pour autant, ces émissions-là, c'est 10% des émissions de carbone liées aux activités de Fnac Darty. Parce que les émissions liées à nos activités, elles sont indirectes essentiellement et elles sont liées aux produits que nous vendons, à leur fabrication et à leur utilisation. Et donc, il est absolument clé que nous nous engagions dans une démarche de réduction de nos émissions sur le scope 3. C'est ce que nous avons fait cette année, à la fois dans le groupe Fnac Darty, enfin chez Fnac et chez Darty et chez Nature et Découverte, nous avons mesuré les émissions du scope 3, donc celles liées aux produits que nous vendons. Et nous avons déposé auprès du SBTi, donc qui a validé ces objectifs, des objectifs de réduction des émissions. Alors c'est particulier parce que on n'a pas d'action directe. Côté Fnac Darty, on a pris l'engagement qu'à horizon 2026, les fournisseurs qui représentent 80% des émissions liées à la fabrication des produits soient eux-mêmes engagés dans une démarche de réduction de leurs émissions en phase avec les accords de Paris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas nous qui prenons l'engagement, enfin on prend l'engagement d'eux, mais ça veut dire qu'on va exercer notre pouvoir de marché dans les relations que nous avons avec les fournisseurs et on va les inciter à réduire leurs émissions. Deuxième objectif, la baisse de 22% des émissions liées à l'utilisation des produits par rapport à 2019. Et là encore, ça veut dire qu'il faut l'utilisation des produits concrètement, hein, c'est la consommation d'énergie qui va faire que ça baisse. Et donc là encore, on est dans des échanges avec les fournisseurs, mais aussi dans des conseils d'utilisation que l'on donne à nos clients, voilà, qui font qu'on peut s'engager de cette manière-là. Je reviens sur la partie Nature et Découverte et dans la même démarche, on pilote aujourd'hui le scope 3 sur notre offre de produits. On est capable, et on l'a fait cette année sur un produit assez emblématique qui est la veilleuse tortue. Et donc on a réduit de 75% les émissions liées à ce produit en supprimant les petites attaches en plastique, en remplaçant le polyester par du RPET. Et donc on est capable de faire évoluer les choses de manière plus ou moins directe selon quel est notre rôle dans la distribution des produits que l'on vend. Dernier sujet, pour rejoindre ce qui a été dit plus tôt, sur la partie sociale. Aujourd'hui, cela s'exerce à travers le devoir de vigilance qui nous impose d'auditer les usines des fournisseurs que nous avons notamment en Asie et dans certains cas de les déréférencer au motif qu'ils ne respectent pas un certain nombre de normes sociales qui nous sont applicables. Alors, je voudrais revenir sur cette idée du scope 3. En fait, ce que vous disent les industriels ici, c'est que finalement, une majorité des émissions de gaz à effet de serre sont générées par l'utilisation des produits que nous en faisons tous. Et donc, en fait, sur ce sujet-là, moi, je voudrais demander à Alain comment est-ce que on peut travailler, faire de la pédagogie, en fait, auprès des consommateurs pour qu'ils changent un peu leurs habitudes, puisque c'est un peu ça le sujet, en fait. J'ai à la fois le consommateur qui peut façonner l'offre des industriels et des distributeurs en choisissant ses produits, et puis il y a également une part de responsabilité des entreprises qui elles-mêmes, comme on vient de le dire, s'améliorent et améliorent tout l'environnement et le social de leurs produits.
Oui, là encore, le consommateur a besoin de conseils éclairés sur la façon de consommer, sur la façon d'utiliser les produits. Et ça passe par de l'éducation. Mais effectivement, il ne faut pas que la part d'éducation soit contrée par du marketing qui va aller en sens inverse. Donc c'est souvent la difficulté. On le voit, avec le Nutri-Score. Vous voyez, c'est contradictoire le fait pour les industriels. Bon, déjà, ils s'opposent fermement au Nutri-Score. Mais après, quand vous allez avoir le Nutri-Score, n'empêche que vous allez avoir une promotion effrénée des produits les plus déséquilibrés à l'égard des enfants. Parce que c'est ce qui se passe. On analyse le temps de publicité de l'industrie agroalimentaire, le type de publicité, le type de produits qui sont promus massivement. Et on constate que les produits les plus promus massivement auprès des jeunes publics, ce sont les produits les plus déséquilibrés. Bon. Donc il y a cette attitude de marketing. Alors il y a l'antidote qui pourrait être le Nutri-Score, et puis après il y a la capacité des parents d'orienter la façon de consommer des enfants, et on voit que les parents sont aux prises avec une injonction des enfants qui sont très réceptifs évidemment à la publicité, et des parents qui sont obligés de dire non en permanence s'ils voulaient faire leur job, parce que alors on espère que le Nutri-Score aidera les parents comme outil pédagogique pour justement que ce discours qui est contradictoire soit résolu dans le bon sens. Alors, il y a aussi un autre sujet dans le choix des produits, dans la nature de l'offre, c'est le prix. Évidemment, parce que souvent, les produits les plus vertueux sont quand même dans les tranches, on va dire, les plus élevées. Alors, Alan, vous vendez du bio, donc on sait que le bio, c'est quand même plus cher que le conventionnel. Comment est-ce qu'on peut surmonter cet écueil ? On parlait tout à l'heure, il y a eu un mot qui a été évoqué tout à l'heure sur la sobriété. La vraie notion en fait dans notre société, et on parlait de Chine tout à l'heure avec des produits, enfin des Chines en tout cas du fast fashion, avec des produits à 5, 6, 7, 8 euros. En fait, les produits doivent avoir une valeur, et aujourd'hui en fait la valeur elle est trop basse. Donc en fait effectivement vous utilisez le bio en fait il est plus cher parce que derrière il y a une vraie valeur. Il y a une vraie valeur pour la santé des hommes, il y a une vraie valeur pour l'environnement, et puis il y a des coûts derrière qui sont supérieurs. En fait, une exploitation en bio, une transformation en bio, ça coûte plus cher. Et en fait, cette valeur, il faut accepter de la payer. Et c'est vrai pour moi, mais c'est vrai pour tout le monde ici. Je pense que quand on veut un produit qui a plus de valeur dedans, on ne peut pas le payer au même prix que quelque chose d'autre. Et c'est, encore une fois, c'est destructeur à tout point de vue. C'est-à-dire que le fait qu'on aille de plus en plus vers des produits qui sont à bas coût, et donc qu'on paye peu cher, c'est destructeur pour la planète. Et donc on peut pas, on a atteint la limite du modèle, on ne peut pas continuer là-dessus, donc en fait on doit remonter en termes de valeur. Donc comment on fait? Par rapport à votre question, il faut expliquer cette valeur-là. C'est pas évident. Les labels y servent, mais c'est pas suffisant. Donc il faut qu'en fait nous, en tant que transformateur, en tant que distributeur, on arrive à expliquer pourquoi il y a de la valeur, pourquoi on paye plus cher le produit. Et après, nonobstant, il faut quand même qu'on travaille effectivement sur le prix, parce que c'est un vrai sujet d'accessibilité, mais elle ne peut pas être faite sans ça, enfin sans le premier boulot. Sinon, en fait, ça ne marche pas. Il y avait tout à l'heure en fait, un point qui a été évoqué sur le fait d'interdire plutôt que d'informer. Moi, je pense que la bonne façon, c'est d'informer. Il faut qu'en fait, on soit une société de consommateurs éclairés, d'acteurs. On ne peut pas être une société en fait, qui punit tout le temps, qui tout le temps dans c'est la boîte qui est méchante, qui est un peu ce qu'on a pu évoquer. On donne une société en fait, où les consommateurs comprennent l'impact de leurs actes et le font avec choix. Maintenant, nonobstant ce sujet-là, voilà, effectivement, nous, on cherche dans toute la bio à baisser le prix quand le différentiel par rapport au conventionnel est trop important. On travaille filière par filière pour essayer de trouver dans le respect du cahier des charges, dans le respect des filières qu'on peut créer en France, à baisser le coût filière par filière. Et puis après, chaque société, je dirais, a des outils marketing pour réduire les coûts pour ses consommateurs.
Alors, c'est vrai que d'avoir des produits plus éthiques et plus durables, c'est beaucoup de travail et ça nécessite, Clémence, des investissements en recherche et développement très importants. Ça nécessite éventuellement aussi de changer des fournisseurs, d'aller en trouver d'autres. Et donc, finalement, tout ce travail que les entreprises doivent faire, est-ce que ça se répercute aussi dans les prix finaux? C'est-à-dire, est-ce que finalement, tout ce travail fait qu'un produit qui en bout de chaîne correspondra aux attentes des consommateurs sera nécessairement plus cher? Alors, il y a sans doute une petite différence par rapport aux exemples que vous donniez sur des produits de l'agriculture non transformés. C'est vrai qu'on a quand même la conviction que pour être massive, la transformation doit être acceptable et rentable d'un point de vue aussi économique. Et donc, il y a toute cette transformation, on l'a fait avec deux grands principes quand même en tête. C'est que, être en capacité de proposer pour les consommateurs une performance et un agrément d'usage équivalent, que ce ne soit pas à lui de payer la moins-value, je dirais, à l'usage. Et bien sûr, sans détérioration non plus de la rentabilité pour la pérennité. Après, ça ne veut pas dire que ça va être les mêmes produits qu'on va vendre dans les mêmes quantités, mais en tout cas que le service rendu doit être tout assez satisfaisant. Et c'est là où on a besoin d'innovation. Donc bon, c'est toujours bien d'avoir une recherche importante et aussi de collaboration externe ambitieuse. Je peux en citer une avec Carbios en ce qui concerne les nouvelles technologies pour recycler les plastiques, ou avec le CBIOS où on travaille avec des universitaires, des startups, etc. pour voir comment on peut utiliser par biotechnologie toutes les leçons du biomimétisme et donc aussi atteindre l'objectif d'avoir 95% de nos formules sourcées de matières premières naturelles, ce qui normalement, si on change rien, devrait être plus cher normalement. À quelle échéance? C'est un objectif 2030. Mais en fait, ce qu'on constate aussi, c'est que vous avez concentré vos efforts ou démarré vos efforts sur un certain nombre de marques que vous avez privilégiées pour pouvoir développer ces nouvelles conceptions. Non, l'engagement, il est vraiment toutes les marques doivent année après année améliorer l'impact environnemental et social d'ailleurs de leurs produits. C'est mesuré, on a un indicateur, la méthode est publiée d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs, on l'a pas détaillé, mais c'est cette méthode scientifique qui est la base aussi de l'affichage environnemental. Que je dirais qu'on ose proposer en attendant d'avoir effectivement quelque chose de plus partagé. Mais sur lequel on travaille aussi de façon très engagée, qui est un consortium des industries cosmétiques. Et donc, effectivement, Et vous avez aussi ciblé, par exemple, une marque comme Garnier qui fait beaucoup d'efforts. Alors voilà, toutes les marques... Pardon, excusez-moi, je perdais mon fil. Donc toutes les marques sont tenues de s'améliorer. Après, certaines vont avoir une vocation plus forte d'engager les consommateurs dans ce chemin et vont être plus actives, je dirais, dans dans la transparence de ces efforts, dans la valorisation de ces efforts, et vont avoir des partis pris plus militants. Par exemple, le shampoing solide qui est proposé par Garnier et par DOP. Bon, c'est une action assez militante parce que c'est un geste. Ça marche pas toujours en plus. Alors, les gens sont contents. Aujourd'hui, il y a à peu près 2 points de part de marché. Les gens qui l'utilisent d'ailleurs sont plutôt surpris parce que souvent ils se disaient, je sais pas trop ce que ça va donner. Et en fait, ça marche très bien. C'est juste que ça change les habitudes. Et donc, il faut déployer un peu d'énergie pour changer les habitudes. Par exemple, on n'a plus de porte-savon dans nos salles de bain. Donc, si vous pouvez, nature couvert, poser des porte-savons d'ailleurs, ça serait formidable. Voilà. Donc, allons les chercher là. Mais et ça suffit même pas de proposer le produit qui divise de moitié l'impact des consommateurs parce qu'ils se rincent très facilement et parce qu'il y a un étui papier. Ça suffit pas. Il faut aussi investir dessus, faire de la pub pour expliquer aux gens comment on l'utilise, le rendre désirable. Donc c'est un vrai engagement militant en fait de proposer des produits différents en rupture et qui participent vraiment activement, significativement à ces réductions d'impact. Voilà, et c'est à chaque fois un pari économique aussi. Donc, est-ce que vous avez dans la salle des questions
si vous voulez en poser. Alors vous avez un petit bouton pour actionner votre micro, monsieur. Oui, alors j'avais une question. Alors merci pour tous ces échanges qui étaient très instructifs. Alors, on disait tout à l'heure, l'intitulé c'était acheter mieux. Moi j'aurais tendance à dire acheter moins, ça peut tout changer. Aujourd'hui, moi je prends par exemple ce savon solide dont on parlait. Ce savon solide, moi je l'utilise pour les cheveux, pour le corps et comme mousse à raser. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a des rayons avec des multitudes de produits, avec des multitudes de marques, et on consomme beaucoup trop. Et je pense qu'on pourrait arriver à avoir des produits, à avoir un petit peu moins de produits, comme nos parents en avaient moins et se portaient aussi bien que nous. Et ça, c'était ma première remarque. Et la question que j'avais au niveau des labels, je suis passé chez Monsieur Bricolage l'autre jour et j'ai voulu acheter une lampe à LED, et elle était classifiée F au niveau énergétique. Et la personne m'a dit, je lui dis comment ça se fait, c'est une LED, moi je pensais que j'allais trouver du A. Et la personne m'a répondu, ce n'est plus simplement au niveau énergétique, mais c'est aussi au niveau recyclage. Et donc moi j'ai appris quelque chose, que le niveau de recyclabilité est intégrée dans l'affichage. Ouais, Raphaël, vous voulez répondre? Alors je voulais savoir si c'était vrai ou pas, ou si on m'avait roulé dans la farine. En réalité, vous avez dû voir plein d'équipements électriques et électroniques qui sont passés d'un niveau A, B, C à F, G, Z. Non, il n'y a pas Z. Mais en fait, c'est lié à une mise à jour de la directive européenne qui s'appelle la directive Ecodesign, qui justement met l'échelle, le curseur pour tout le monde en Europe sur cette étiquette énergie. Ça a été revu pour justement prendre en compte de nouvelles exigences. Alors, pas forcément le recyclage dans cette étiquette énergie, donc ça, je suis vraiment pas sûr de ça. Mais en tout cas, c'est pour finalement remettre à niveau, plutôt que d'avoir que des produits tous A, voire A++++, de remettre vraiment à niveau une échelle avec des efforts à faire par les fabricants, les constructeurs, pour améliorer de nouveau la performance énergétique des équipements électriques et électroniques. Je crois qu'il y avait des questions au fond. Oui, madame. Bonjour. J'ai entendu parler qu'un effort allait être fait pour recycler le plastique. Alors, je voulais savoir quel type d'effort, parce que c'est financier et en moyens humains, mais et de savoir s'il y a aussi un effort équivalent, voire plus, pour éviter ce plastique, puisque c'est aussi de l'emploi, de l'éco-conception. Et dans beaucoup de situations, il est évitable, le plastique. Alors, est-ce que les moyens financiers humains sont à la hauteur aussi pour l'éviter en amont, puisque le plastique ne pose pas problème uniquement dans son recyclage, mais aussi dans sa production et dans son usage, où le plastique a intégré la chaîne alimentaire et qu'il faut en limiter son usage. Absolument. Donc, alors, je vais demander à Clémence, parce que L'Oréal est évidemment aussi une industrie qui gère beaucoup de packaging, de vous répondre. Oui, alors déjà sur la question du recyclage, comme je le mentionnais, donc ce sont des acteurs privés qui aujourd'hui essentiellement investissent comme l'initiative Carbios pour obtenir des technologies de recyclage du plastique révolutionnaire et augmenter la capacité, parce qu'aujourd'hui on est devant un souci, c'est que quand on voudrait utiliser du plastique recyclé, justement pour pas partir du stock qui existe et ne pas remettre du plastique vierge, on est face à un défaut de disposition du matériau, et donc voilà, il y a des investissements qui sont faits, et si on veut que ces investissements soient rentables, il ne faut pas non plus introduire totalement le plastique, puisque c'est quand même pas mal de pouvoir recycler le plastique. Pour faire ça de façon
schématique. Après, ce qui est vraiment un problème, c'est aussi l'usage unique. Hein. À partir du moment où vous allez avoir des contenants qui vont être rechargeables, c'est comme un verre en plastique chez vous pour les enfants. Enfin, je veux dire, vous l'utilisez, il se casse pas, c'est quand même pratique. Et si on le recharge, ça limite quand même cette consommation. Et enfin, bien sûr, à chaque fois que c'est possible, on utilise des matériaux alternatifs, du verre aminci. Mais après, il faut toujours lire ça à la, je dirais, des mix carton. Hein, on a aussi des étuis en carton, des tubes en carton chez la Roche-Posay. Après, ce qui compte, c'est aussi l'impact réel. Et quelquefois, vous pouvez avoir aussi des emballages en verre qui sont extrêmement volumineux, extrêmement lourds à transporter et qui vont du coup avoir des impacts carbone liés à ces phases du cycle de vie. Donc, mais on est d'accord qu'il faut absolument couper les flux. Voilà. Alan, je crois que vous allez répondre aussi. Ouais, en fait, je vais vous répondre aussi. Pour moi, le vrai rôle là-dessus, c'est pas un sujet d'investissement tant humain que financier, même s'il existe, qu'un rôle du consommateur. Chez nous, chez Naturalia, c'est pour ceux qui sont habitués de nos clients de magasins, j'ai l'impression qu'ils en sont, en tout cas, si c'est pas chez nous d'un concurrent. Il y a beaucoup de vrac. Le vrac, c'est des silos, vous pouvez acheter vos produits dans des sacs en craft. Ça, depuis le Covid, ça se pète complètement la gueule et tout le monde retourne vers du plastique. Ils veulent des choses emballées. Et pourtant, il y a du vrac. Il y a les mêmes produits en vrac, mais les gens vont vers de l'emballé. Les produits cosmétiques, typiquement, enfin nous, le shampoing Soleil, on le vend en vrac et en emballé. En fait, il marche mieux en emballé, avec du plastique autour. Et tout ça, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, les options, elles existent sur le marché. C'est juste que ce consommateur, aujourd'hui, il les achète pas. Pour des raisons X ou Y qui lui sont propres, mais il les achète pas. Donc je pense qu'en fait, il y a un moment où le rôle des industriels, des distributeurs, c'est de proposer le produit sur le marché. Et à un moment, c'est au consommateur de l'acheter. Aujourd'hui, le consommateur ne l'achète pas. Et les alternatives, encore une fois, sans emballage plastique, elles existent dans quasiment toutes les catégories. Donc au consommateur de faire le boulot, quoi. Alain, vous voulez dire quelque chose? Oui, en termes de propositions sur le marché, je vous livre une expérience vécue par un certain nombre. Je vais chercher du lait bio, sauf que le lait bio qui m'est proposé, il est dans un PET opaque, c'est-à-dire un plastique non recyclable. Donc je fais quoi? Alors que le lait traditionnel, lui, il était dans un emballage de plastique recyclable. Donc vous voyez la difficulté par rapport à l'offre, il n'y a pas forcément ce qu'il faut pour le consommateur. Deuxième observation, c'est la nécessité de revenir, parce que alors là, c'est des monceaux de plastique, à consommer de l'eau du robinet plutôt que de l'eau en bouteille plastique. On a fait une campagne pour que dans les communes, dans les lieux touristiques, il y ait des fontaines, que les gens soient avec leurs gourdes. Eh bien, ça aussi, c'est au consommateur. Là, en revanche, il peut jouer un rôle plutôt que d'avoir cette consommation effrénée d'eau en bouteille. Je ne vous parle même pas du prix du litre. Hein. Eh bien, renouer avec l'eau qui est éminemment potable globalement en France, plutôt que ce gaspillage de plastique, même s'il faut le recycler. Le meilleur déchet, c'est quand même celui, non pas qu'on recycle, mais qu'on ne produit pas. Allez-y, là, vous avez une question? Vous voulez une question? Bon, madame. Est-ce qu'il existe des moyens juridiques pour forcer les industriels à diminuer l'emballage? Vous parlez de l'offre qui existe, mais si le suremballage n'existait plus, du coup, le consommateur serait forcé de limiter sa production de déchets. Raphaël, je crois que la question est pour vous, là. Merci de la question, parce que justement, je voulais intervenir sur ce point. Il y a un triptyque entre consommateur, le metteur sur le marché et finalement la réglementation, les lois. On a notamment une loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui a limité et qui demande de limiter la production de plastique à usage unique. Et notamment en 2040, tous les plastiques à usage unique jugés non indispensables seront éliminés d'un point de vue réglementaire. Donc ça nécessite justement des nouvelles habitudes de consommation pour anticiper cet objectif 2040
et d'un autre côté, des metteurs sur le marché qui adaptent aussi leurs produits pour limiter au maximum ces plastiques à usage unique qui sont des déchets vraiment problématiques, même si derrière on peut avoir des solutions de recyclage qui se mettent en œuvre. Monsieur. Bonjour. Bonjour. Comment vous faites chez Nature et Découverte et Naturalia pour que vos services achats contribuent à la phrase du jour « Acheter mieux, ça peut tout changer ». Chez Nature et Découverte, c'est une démarche extrêmement structurée. Nous avons créé au sein de la direction de l'offre, donc à côté des acheteurs qui référencent les produits, un pôle dit innovation durable qui travaille à la durabilité des produits et qui a établi un cahier des charges de 27 critères rédhibitoires qui ont vocation à s'appliquer à la totalité de notre offre à horizon 2025. Aujourd'hui, la totalité de l'offre est passée au crible. Tous les produits ne respectent pas ces critères de manière exacte. Ils les respectent de 50 à 70, 80, 98% parfois. En revanche, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est vraiment une démarche d'amélioration et c'est vraiment quelque chose sur lequel on est ultra exigeant, sur lequel les labels, on en parlait tout à l'heure, ont de la valeur parce qu'elles nous permettent de concrétiser ces engagements. Donc c'est un travail main dans la main au quotidien des chefs de produits avec ceux qui gèrent, on va dire, ces critères rédhibitoires. Donc oui, enfin, du même principe, on a des cahiers des charges qui sont différents catégorie par catégorie. Donc je ne vais pas vous énumérer là, mais qu'effectivement nos équipes achats ont chacune dans sa catégorie des critères qui vont au-delà de la bio. Enfin, la bio est la base, mais en fait il y a des critères au-delà. Donc en général, on essaye d'acheter au mieux possible. En fait, on travaille beaucoup sur typiquement les emballages. Comment est-ce qu'on réduit les emballages auprès de nos transformateurs? Tout ça, on le fait. Après, il me semble que la vraie question pour moi et le vrai travail qu'on doit faire chez Nature, comment est-ce qu'en fait on promeut cette offre? Parce que notre offre, on la considère comme globalement mieux, à la fois pour l'environnement, pour la santé des hommes. Et donc notre question, c'est comment est-ce qu'on promeut l'offre pour qu'en fait il y ait plus d'achats du côté consommateur. Moi, je reviens sur le sujet. Aujourd'hui, la bio, je finis. La bio, c'est rien. C'est 5% du chiffre d'affaires, enfin du chiffre d'affaires alimentaire en France. Ça doit être 2 ou 3% des volumes. C'est rien. Donc on peut se dire qu'en fait, on veut acheter mieux. Globalement, peut-être que dans la salle, il y a beaucoup de gens qui achètent mieux. Mais en fait, en vrai, c'est rien. La question, c'est comment est-ce qu'on peut s'acheter mieux de 2-3% à 10, 15, 20, 50. C'est ça le sujet. C'est comment est-ce qu'on promeut notre offre, pas comment est-ce qu'on change l'offre qu'on a. Déjà, si on arrivait à vendre mieux notre offre, on serait pas mal. Comment est-ce qu'on arrive à la fois tous les gens qui sont convaincus, et il y a des jeunes dans la salle, là, je ne sais pas si ils achètent mieux ou pas, mais le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on convainc. Bio qui achète bio ici? Levez la main. Il y en a beaucoup plus qui achètent que ceux qui connaissent le contenu du label. Je veux dire, il y a... C'est à ça le label. Ils n'ont pas besoin de connaître techniquement le contenu du label. Ah non. Madame, vous aviez une question. Bonjour. J'avais une question par rapport au label. Je voulais revenir au label privé, label public. Parce que j'ai créé un label privé. Ça existe dans un secteur où il n'y a pas de label particulier. J'aimerais avoir le soutien de monsieur de UFC Que Choisir ou de monsieur vous de viendrez le voir après. Oui, non, c'était pas ça par rapport à ma question. C'est vous avez parlé de nombreux labels. J'ai bien noté les noms, les critères pour la reconnaissance de labels, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit réputé, qu'il faut qu'il y ait une exigence, il faut qu'il fasse foi et même garant d'un référentiel. Mais quand on est un label privé et qu'on réunit déjà ça, comment on peut avoir le soutien justement d'organismes tels que vous? Ou alors est-ce qu'il existe un tuto sur lequel on peut reconnaître le sérieux d'un label et que si on crée un label, ou même s'il y a quelqu'un ici dans la salle qui veut créer un label, Raphaël, vous voulez répondre? Merci. Se référencer. Alors effectivement, il y a des tas de règles, notamment qui sont cadrées par des normes ISO pour justement l'autodéclaration, donc les allégations environnementales. Nous, le travail qui est mené, c'est d'identifier ces labels environnementaux et de pouvoir les qualifier pour les mettre en avant donc sur notre site internet. Vous tapez ADEME labels environnementaux et vous avez ce référencement qui accompagne le consommateur.
Donc on pourra prendre contact pour justement voir comment votre proposition peut intégrer cette analyse et éventuellement ressortir parmi ces 100 labels. Nous, au niveau de l'ADEME, notre enjeu, c'est pas de soutenir la création de nouveaux labels, c'est bien d'analyser ceux existants dans le cadre de ce travail. Les seuls labels, ou en tout cas logos environnementaux sur lesquels nous travaillons, ce sont des labels, enfin c'est plutôt de l'affichage, hein, ça a été cité, c'est ce qui est réglementaire, indice de réparabilité, futur indice de durabilité, l'affichage environnemental. Le seul label sur lequel on travaille, c'est le label public qui est l'écolabel européen. Alors, comme cette session touche à sa fin, moi je voudrais peut-être rebondir. Tout à l'heure, il y a eu des questions et également une évocation sur le sujet de comment on peut faire évoluer l'offre des industriels. Alors, il y en a qui préconisent certaines interdictions, mais il pourrait y avoir une autre voie qui consisterait en fait à rétablir un équilibre des prix entre produits qui sont vertueux et ceux qui le sont moins, et dont on a quand même globalement dit que ceux qui le sont moins sont un peu moins chers. Parce qu'il faut quand même avoir en tête que les éléments naturels qui servent à la fabrication des produits, c'est-à-dire les sols, l'eau, l'air, ne sont pas monétisés en tant que tels dans les produits. On considère qu'ils n'ont pas de valeur. Alors, je vais me tourner vers Alain Bazot parce que vous avez une idée, une solution à nous proposer pour rétablir cet équilibre. Bon, ce serait prétentieux, mais vous mettez le doigt sur un sujet qui est majeur et qui revient avec force dans un contexte de pouvoir d'achat très compliqué. Et on voit bien que ça a un coût de produire plus propre, de produire moins sale, etc. C'est un coût, il faut augmenter les coûts des salariés parce qu'on ne va pas exploiter la misère, etc. Donc au final, le prix est plus cher. Et donc on voit des comportements actuellement, on sait que le bio se porte mal. Il est en recul parce qu'il coûte plus cher. Alors il faudrait s'attaquer à cette notion de prix et de juste prix. Et là, il y a un vrai problème de concurrence loyale entre ceux qui font des efforts pour produire propre, pour distribuer propre, etc., et ceux qui ne le font pas. Tout simplement, comme ça vient d'être dit, il y a un certain nombre de coûts de destruction de l'environnement. Par exemple, l'agriculture conventionnelle, intensive, elle est grosse consommatrice d'eau, elle pollue la nappe, c'est une évidence, mais ce coût collectif n'est pas supporté par le producteur. Donc du coup, quand il vend des produits conventionnels, il peut les vendre pas cher parce que c'est pas lui qui paye la dégradation. Aujourd'hui, ce sont les consommateurs dans la redevance de l'eau qui paient le financement des agences de l'eau qui doivent préserver la ressource. Donc c'est pas les pollueurs qui payent. Et donc, par exemple, le bio, il est artificiellement trop cher parce que lui, il supporte tous les coûts de production. C'est moins rentable, il y a plus de main-d'œuvre, c'est plus extensif. Et donc, du coup, il y a un différentiel de prix. S'ajoute à ça les distributeurs qui ont un rôle majeur dans la mesure où, et c'est une enquête qu'on a menée, les distributeurs prennent une marge double sur le bio. Bon. Donc il arrive un moment donné où le consentement à payer plus cher trouve des limites. Et donc il faudrait, dans le modèle économique, il faudrait que intégrer les coûts, on appelle ça les externalités négatives, c'est un peu compliqué, mais si pour produire quelque chose, je dégrade quelque part, eh bien je dois payer cette dégradation et je le rentre dans le coût. Et de ce fait, vous n'avez pas de concurrence déloyale. Ça, c'est la première chose. Et il y a des mécanismes, parce que le pouvoir d'achat, c'est la vie de tous les jours. C'est la vie de tous les jours. C'est bien beau de dire, acheter tel appareil électroménager, il n'est pas gourmand en eau, il n'est pas gourmand en électricité, mais pour l'acheter, ça coûte 3 fois plus cher. Ça n'est pas accessible. Donc, il y a aussi des mécanismes de bonus. Voilà, il faut des mécanismes, par exemple, de bonus-malus. Bref, il faut réfléchir à la formation des prix justes par rapport aux coûts justes et pas actuellement la formation des prix. Des marges.
Bon, alors nous allons conclure. En fait, ce qu'on pourrait résumer, c'est que les mauvais choix que vous faites en tant que consommateur, vous les payez en tant que citoyen. Voilà, je vous laisse méditer, je vous remercie. Un très grand merci à tous. Au revoir.